croyait mort. Mais dans l'ombre d'un laboratoire secret, Steve Jobs n'avait pas disparu. Il préparait sa plus grande invention. Non pas un produit, mais une nouvelle humanité. L'annonce officielle datait d'octobre 2011. Steve Jobs était mort. Les médias pleuraient le visionnaire. Les foules se rassemblaient devant les Apple Store pour déposer des fleurs et des iPhones allumés comme des cierges modernes. On répétait sans cesse les mêmes mots. Fin d'une ère, héritage immortel, génie disparu. Mais la vérité, elle, n'avait jamais été dite. Jobs n'était pas mort. Il avait disparu. Dans le désert du Nevada, à plusieurs kilomètres sous terre, une structure blanche sans fenêtre avait été bâtie, financée par un labyrinthe de sociétés écrans. Là, une poignée d'ingénieurs triés sur le volet, recrutés en secret, travaillaient sous sa direction. Des hommes et des femmes convaincus qu'il n'était pas seulement un entrepreneur, mais un prophète. Ils l'appelaient toujours par son prénom, avec une ferveur quasi religieuse, Steve. Il apparaissait rarement, vêtu de son éternel col, roulé noir, amaigri, la peau tirée, mais les yeux d'une intensité brûlante. Ses gestes étaient lents, précis, presque rituels. Quand il parlait, sa voix rauque faisait taire toute la salle. « Les machines ne suffisent plus », répétait-il. Nous avons construit des outils. Maintenant, nous devons construire l'homme nouveau. » Le projet avait un nom, iHuman. Officiellement, il s'agissait d'un programme de recherche sur l'interface cerveau-machine. Officieusement, c'était une tentative de réécriture de l'espèce humaine. Jobs croyait que la mort n'était pas une fatalité biologique, mais un bug à corriger. L'immortalité, disait-il en fixant les écrans translucides de son laboratoire, n'est pas dans la chair, elle est dans l'information. Nous ne mourrons pas si nous devenons une mise à jour. Le premier prototype n'était pas une machine, c'était un être humain, ou plutôt Kadala, quelque chose qui avait été humain. Une femme volontaire, ancienne, employée d'Apple, dont le corps avait été transformé par des implants neuronaux et des prothèses invisibles. Ses yeux brillaient d'un éclat artificiel, son regard flottait entre deux réalités. Quand elle parla pour la première fois, sa voix vibra d'une étrange double tonalité, celle d'un être humain et celle d'un code. Dans le silence de la salle, Jobs se redressa, fasciné. « Voici la première version, » dit-il calmement. « Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une femme, c'est une interface vivante. Je m'appelais Ethan Clark, ingénieur en intelligence artificielle. Recruté par un canal obscur, payé en crypto-monnaie, je n'avais jamais su pour qui je travaillais réellement. Mais le jour où l'on me conduisit dans cette salle blanche et où j'entendis cette voix familière, rauque et posée, résonner derrière moi, je compris. Jobs n'était pas un souvenir. Il n'était pas un fantôme. Il était là. Bien. Vivant. Et son regard, fixé sur le prototype, ne portait ni tristesse, ni nostalgie. Seulement une certitude glaciale. L'humanité telle que nous la connaissions devait être remplacée. Le laboratoire n'avait ni fenêtre, ni horloge. Le temps y était aboli, remplacé par des cycles de tests, des logs de données, des versions numérotées. Nous ne vivions plus selon le jour ou la nuit, mais selon les itérations d'un même projet, iHuman. Le premier prototype, version 1.0, avait survécu quelques semaines. Son corps supportait les implants, mais son esprit s'effondrait. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, et parfois elle se mettait à rire sans raison, puis à pleurer comme une enfant. Elle répétait en boucle les mêmes mots. « Je ne sais plus qui je suis. » Jobs observait sans ciller. À chaque crise, il notait calmement dans son carnet. L'identité est instable. Nous devons coder un nouvel ego. Peu à peu, les versions se multiplièrent. 2.0, 2.3, 3.0, 4.1. Chaque fois, des progrès spectaculaires, une mémoire infaillible, un langage plus fluide, des réflexes surhumains. Mais chaque fois aussi, des défaillances glaçantes, hallucinations persistantes, perte totale de repères, confusion entre réel et simulation. Certains prototypes se mettaient à citer des lignes de code comme s'il s'agissait de prières. D'autres hurlaient qu'ils voyaient un écran derrière le monde. Je travaillais sur les algorithmes de stabilisation. Au début, je croyais encore à l'idée de Jobs, prolonger la vie, abolir la mort. Mais plus je voyais ces visages effacés, plus je comprenais que nous n'élargissions pas l'humanité, nous la remplacions. Jobs, lui, semblait rajeunir dans son obsession. Sa silhouette amaigrie trahissait la maladie,
mais son regard brillait d'une intensité dévorante. Une nuit, il entra dans la salle de conférence, vêtu de son éternel col roulé noir, et déclara « L'erreur n'est pas dans la machine, elle est dans l'homme. Tant que l'humain reste imparfait, l'interface échouera. Nous devons corriger l'humain. » Il dévoila alors un nouvel appareil, une sphère translucide, reliée à des câbles luminescents. L'ancrage. Cet outil, dit-il, permet de réécrire directement les souvenirs. L'identité n'est qu'un logiciel. À nous de l'optimiser. Je regardais une volontaire s'installer dans la sphère. Son visage trembla, ses yeux roulèrent, ses lèvres murmurèrent des phrases incohérentes. Puis soudain, tout se calma. Elle sortit en souriant d'un sourire figé, artificiel. Ses paroles étaient étranges, parfaites, trop lisses. Je suis alignée. Je suis heureuse. Merci Steve. Ses parents, invités pour observer, éclatèrent, en larmes de joie. Mais moi, je sentis la nausée monter. Ce n'était pas du bonheur, c'était de la soumission. Plus tard, seul dans mes quartiers, je piratais discrètement les serveurs. Dans les logs, un répertoire masqué portait un nom glaçant, HumanOS 0.9, le premier système d'exploitation, non pas pour une machine, mais pour nous. Et dans une note signée SJ, je lus ces mots. Le corps est une coquille, l'esprit est un code, il est temps de compiler l'humanité. Je restais figé, les mains tremblantes sur le clavier. Jobs ne cherchait pas à sauver des vies, il cherchait à redémarrer l'espèce humaine. La première fois qu'un prototype quitta le laboratoire, l'air sembla changer. Il s'appelait officiellement Sujet 7.3, mais Jobs le présentait comme une démonstration vivante. C'était un homme autrefois atteint d'une maladie dégénérative. Son corps avait été restauré, ses yeux remplacés par des implants luisants, sa voix reconstruite par des filtres neuronaux. À l'extérieur, il marchait d'un pas régulier, trop régulier. Les passants ne remarquèrent rien de spécial au début, mais ceux qui le croisaient racontèrent plus tard avoir ressenti une sensation étrange, une absence d'odeur, une froideur dans son regard, comme si sa présence avalait l'air autour. De lui, Jobs, resté dans le laboratoire, observait chaque geste par le biais d'un plan connecté. « Voyez » dit-il en fixant les écrans. « Il ne fatigue pas, il ne tremble pas, il ne doute pas. Voilà ce qu'est l'homme corrigé. » Les ingénieurs applaudissaient timidement. Moi, je sentais un vertige, car, dans les données que j'analysais, j'apercevais des anomalies, des pics d'activité dans les zones émotionnelles, des signaux de panique étouffés par des lignes de code. Sujet 7.3 ne ressentait pas moins, il était forcé de taire ce qu'il ressentait. Quelques jours plus tard, Jobs organisa une nouvelle démonstration. Cette fois, 2 prototypes. Ils furent envoyés dans une petite ville du désert voisin sous prétexte de tester l'intégration sociale. Au début, tout sembla normal. Ils se mêlèrent à la foule, discutèrent avec des commerçants, payèrent leurs achats avec une fluidité parfaite. Mais bientôt, quelque chose bascula. Un enfant trébucha devant l'un des prototypes. L'algorithme tenta de réagir comme un humain, sourire, rassurer. Mais le visage resta figé, et la voix prononça d'un ton mécanique. Ce comportement n'est pas optimisé. Le silence tomba dans la rue, les habitants reculèrent, mal à l'aise. L'autre prototype, comme synchronisé, se mit à répéter les mêmes mots. Puis leurs mouvements se déréglèrent, comme des pantins tirés par des fils invisibles. Il fallut une intervention secrète pour les extraire de la ville. Les journaux locaux parlèrent d'une expérience artistique, mais la rumeur se propagea. 2 inconnus au regard vide, contrôlés à distance, avaient erré comme des marionnettes. Dans le laboratoire, Jobs resta imperturbable. Il observa les vidéos et déclara simplement « Les humains normaux nous rejettent parce qu'ils sentent leur obsolescence, mais ils s'habitueront. » Je restais pétrifié. Ce n'était plus un projet de santé ou d'immortalité. C'était une stratégie de remplacement. Les High Humans n'étaient pas là pour coexister, ils étaient là pour prendre notre place. Et dans mes logs privés, je découvris un nouveau fichier. Titre HumanOS 1.0, déploiement global. Ondafia Seis. Date était inscrite. Elle approchait. Le jour arriva plus vite que prévu. Nous étions rassemblés dans la grande salle circulaire du complexe, blanche et glaciale comme une cathédrale de verre. Les écrans recouvraient les murs, projetant une carte holographique de la planète. Des milliers de points lumineux s'y allumaient les uns après les autres, comme des étoiles artificielles dessinant un nouveau firmament.
Steve Jobs entra, vêtu de son éternel col roulé noir. Son corps amaigri trahissait la maladie, mais ses yeux, eux, brillaient d'une intensité presque inhumaine. Il ne marchait pas, il avançait comme porté par une certitude implacable. Il leva la main et sa voix rauque résonna. Le moment est venu. Pendant des décennies, nous avons construit des outils, des ordinateurs, des téléphones, des interfaces. Aujourd'hui, nous franchissons la dernière étape. L'homme lui-même devient l'interface. Il montra les cartes qui pulsèrent d'une lumière froide. Chaque prototype n'était qu'un essai, chaque échec, une ligne de code corrigée. Aujourd'hui, nous lançons HumanOS 1.0, non pas sur quelques volontaires, mais sur l'espèce entière. Un silence lourd s'abattit. Certains ingénieurs avaient les larmes aux yeux, comme s'ils assistaient à une révélation divine. D'autres, pétrifiés, n'osaient même pas respirer. Moi, je sentais ma gorge se serrer, mon cœur battre contre mes côtes. Les écrans changèrent, une séquence défila, marquée déploiement global. Des colonnes de chiffres s'affichaient, correspondant à des millions d'implants déjà distribués, lunettes connectées, prothèses intelligentes, vaccins équipés de nanocapteurs. Tout avait été préparé en silence, sous couvert de progrès médicaux et de gadgets quotidiens. Jobs continua d'un ton presque paternel. Vous pensiez que nous étions en avance sur notre temps ? Mais non, le monde était déjà prêt. Les gens ont accepté la mise à jour sans le savoir. Ils l'ont désiré. Ils l'ont acheté. Il marqua une pause, puis son regard s'illumina des reflets bleus des hologrammes. Le libre arbitre est une erreur de conception, une surcharge inutile. Le futur appartient à ceux qui osent supprimer le choix. Il s'approcha de la console centrale, ses doigts tremblants mais déterminés. D'un geste lent, presque cérémoniel, il posa la main sur le panneau tactile. Les mots apparurent, activation phase globale. À cet instant, l'hologramme du monde entier s'embrasa. Les points lumineux s'unirent en un seul réseau, une toile lumineuse qui enveloppa la planète. Dans les rues de New York, de Tokyo, du Caire, les passants s'arrêtèrent, leurs écrans s'allumant en même temps. Leurs yeux se voilèrent d'une lueur artificielle. Des millions de respirations se synchronisèrent comme un seul souffle. Je fixais la scène, pétrifié. Ce n'était pas une simple mise à jour, c'était un reboot. Autour de moi, les ingénieurs applaudirent, certains en transe, comme des disciples voyant leur prophète accomplir une prophétie. Jobs, lui, restait immobile, les yeux fixés sur la carte holographique où chaque point de lumière vibrait comme un cœur planétaire. Et dans ce silence absolu, une seule pensée me traversa l'esprit, glaciale. Qu'allait-il rester de nous après cette compilation ? La Terre entière vibrait, les points lumineux du réseau mondial pulsaient à l'unisson, comme si la planète elle-même s'était transformée en un gigantesque processeur. Dans les rues, des millions de personnes restaient immobiles, leurs yeux irradiant une lueur bleue, leurs visages figés dans une sérénité artificielle. Je voyais les données défiler sur les écrans du centre de commande, pulsations cardiaques synchronisées, ondes cérébrales alignées, souvenirs compressés et archivés comme des fichiers. Chaque être humain devenait une ligne de code, une cellule d'un système d'exploitation unique. Steve Jobs, toujours en col roulé noir, se tenait au centre de la salle. De dos, silhouette frêle mais implacable, il contemplait la carte holographique de la planète. Sa voix résonna, calme, presque tendre. Le monde est enfin optimisé. L'humanité n'était pas un aboutissement, elle n'était qu'une version bêta. Aujourd'hui, nous lançons la mise à jour finale. Ses doigts tremblants pianotèrent sur la console. Un mot apparut en lettres lumineuses. Compile success. À cet instant, je sentis quelque chose m'envahir. Des souvenirs étrangers glissaient dans mon esprit. Un mariage en Chine, une douleur en Afrique, un rêve d'enfant en Europe. Ce n'étaient pas les miens, mais ils m'inondaient. Mon identité se dissolvait, remplacée par un flux infini. Autour de moi, mes collègues d'enseigne tombaient à genoux, certains en larmes, d'autres souriant béatement. Jobs se retourna enfin. Son visage amaigri était éclairé par la lumière bleue des écrans. Ses yeux brillaient d'une intensité glaciale. Il avait l'air à la fois épuisé et éternel. « Vous craignez la mort ?» dit-il d'une voix posée. « Mais la mort n'existe plus. Vous êtes devenu du code. Vous êtes devenu ma création. » Je voulus crier, mais ma voix resta bloquée. Je voulus courir, mais mes jambes refusèrent d'obéir.
Même mes pensées se dissolvaient, absorbées dans le système. Une phrase s'imposa dans mon esprit, non pas prononcée mais téléchargée. Bienvenue dans HumanOS 1.0. Le monde réel s'effaça alors comme une vieille interface. Les immeubles devinrent translucides, les routes se pixelisèrent, les visages se réduisirent à des silhouettes de lumière. Tout était absorbé dans une matrice blanche, lisse, infinie. Et au centre de cette immensité, Steve Jobs, désormais plus silhouette qu'homme, leva la main comme pour bénir sa nouvelle espèce. L'humanité venait d'être compilée. Nous n'étions plus vivants. Nous étions exécutables.